Le podcast Déclic comprend les transitions pour vulgariser, ouvrir la réflexion et surtout donner envie d'agir. Bonjour et bienvenue dans le podcast Déclic comprend les transitions dans lequel nous explorons les coulisses des transformations managériales, environnementales et numériques des individus et des organisations. Alors aujourd'hui, on est ravis de pouvoir recevoir Alban Loiseau. Bonjour Alban. Merci. Donc tu es la directrice opérationnelle de Ecores, donc qui est référente RSE de Alkios, et tu es aussi la présidente du Tiers Lab des transitions à Marseille, qui est dédié aux transitions écologiques, numériques et sociales, un lieu assez fabuleux au cœur du 4e arrondissement de Marseille. On est très heureuse de pouvoir te recevoir. Alors première question pour introduire un peu notre échange. Quelles sont aujourd'hui les transformations environnementales les plus urgentes, d'après toi, pour les entreprises aujourd'hui sur notre territoire? Ok. Alors du coup, je pense que c'est pas propre au territoire. Je pense que c'est un peu général. Je pense que tous les territoires ont les mêmes enjeux qui sont très forts aujourd'hui autour des enjeux climatiques et du déclin de la biodiversité. Donc je pense que c'est vraiment les deux enjeux qui sont majoritaires. Mais je pense que entre guillemets, te dire ça ou ne rien te dire, ça serait la même chose parce qu'en fait, ce qui me semble plus important à traiter, c'est la cause racine de qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on est dans cette situation avec le climat et la biodiversité. Et je pense que c'est plutôt lié à nos systèmes, justement, comme tu l'as dit, entre production, de management, d'organisation, de modèles d'affaires, de modèles de gestion qui n'intègrent pas très mal ces questions-là. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on en arrive à un système économique qui est hors sol pour moi, qui est en dehors de cette réalité, qui est complètement qui nous entoure au quotidien, qui fait partie de notre vie sans qu'on s'en rende compte, mais qui est très présente. Et c'est comme si notre système économique, alors moi je travaille beaucoup avec les entreprises, donc je parle beaucoup du système économique, mais il était en dehors de cette réalité-là. Or, elle est omniprésente et donc du coup, l'enjeu, il est vraiment d'apprendre à intégrer ces deux questions-là de manière vraiment, j'ai envie de dire quotidienne, opérationnelle, stratégique. Mais c'est vrai que je parlais du territoire, c'est vrai que c'est intéressant de parler des enjeux sur l'ensemble du territoire, mais c'est vrai que par exemple l'enjeu sur l'eau, c'est un vrai sujet sur notre territoire, pas que, mais quand même, et qui touche beaucoup de secteurs d'activité. Je pense aux auditeurs qui peuvent nous écouter, chefs d'entreprise notamment, de ces entreprises dont l'eau est vraiment essentielle pour leur activité. Comment on y répond aussi sur ces enjeux? En fait, donc oui, effectivement, sur notre territoire, il y a une forte présence de cet élément-là, que ça soit en milieu, on va dire, salé ou non salé. Donc du coup, on a beaucoup d'activités qui sont un peu consommatrices d'eau sur ce territoire. Or, on est dans un territoire où il peut y avoir des problèmes d'accès à cette ressource en termes tout simplement de sécheresse ou de manque de pluie, etc. Donc oui, c'est quand même un sujet qui est assez présent. Et il y a beaucoup, je pense, d'industriels qui, à juste titre, stressent un peu de comment je peux faire pour continuer à faire mon activité, sachant que la ressource en eau, à un moment donné, va peut-être être, alors pas absente, mais peut-être régulée, peut-être moins présente, etc. Donc il y a quand même un gros enjeu d'apprendre à faire avec moins d'eau, avec plus on va dire, de performance sur la consommation en eau, on va dire, parce qu'il y a quand même des équipements industriels qui sont plus ou moins consommateurs d'eau que d'autres. Il y a quand même beaucoup d'avancées technologiques sur cette question-là. Donc il y a quand même un enjeu peut-être de transformation de ce qu'on appelle l'appareil industriel autour de ça, qui représente un certain coût d'investissement. Donc ça demande une adaptation en fait. Et donc toutes ces questions, qu'on parle d'eau, de climat, de biodiversité, le problème majeur qu'ont les entreprises aujourd'hui, c'est pas, je pense, un problème de conscience de la problématique, c'est un problème de transformation qui nécessite peut-être des investissements soit financiers, soit de temps, qui sont pas négligeables et qui sont pas habituels par rapport à ce qu'on a l'habitude de faire dans le monde économique, qui est un monde quand même un petit peu frénétique, un peu rapide, etc. Donc la difficulté, elle est de faire maintenant un effort d'investissement qui ne portera ses fruits que plus tard, en fait. Donc ça, c'est quand même assez compliqué. Les urgences qu'on connaît aujourd'hui obligent forcément ces entreprises à investir. Et effectivement, c'est un coût, mais de le voir à long terme aussi, il y a un vrai enjeu qui peut être intéressant et bénéfique pour tout le monde. Complètement.
Oui, parce qu'en fait, c'est un enjeu de durabilité pour la structure. En fait, ne pas prendre en compte aujourd'hui, par exemple, l'appauvrissement de la ressource en eau ou l'adaptation au changement climatique, c'est comme scier la branche sur laquelle on est assis. Pour une entreprise, ça reviendrait à voilà, maltraiter son modèle économique dans le temps, puisqu'il ne pourra pas résister à ça si voilà, les prévisions climatiques, etc., malheureusement se concrétisent. Voilà, ne pas les anticiper, c'est quand même c'est une erreur stratégique. En quoi justement le Tiers Lab, donc on l'a dit, hein, il accompagne, il est dédié aux transitions écologiques, numériques et sociales, au cœur d'un vrai écrin de verdure, d'un jardin, d'un parc, on en parlera plus tard. En quoi ce lieu hybride des Tiers Lab des transitions peut-il accélérer justement cette transition écologique tout en tenant compte des transitions numériques et sociales des organisations? Ben, en fait, donc c'est un tiers-lieu, donc il se passe comme dans tous les tiers-lieux, donc un peu comme ici. Un peu comme à la coque. Voilà. Il se passe le principe, c'est que c'est des lieux hybrides, donc il se passe plusieurs types d'activités, pour justement aborder les thématiques par plusieurs angles. Donc c'est un peu ce qu'on essaye de faire sur ce lieu. Donc sur le sujet de la transition écologique et sociale, ce qu'on essaye de travailler, c'est à la fois le côté plutôt, j'ai envie de dire transformatif, c'est-à-dire apprendre à voir les choses autrement. Donc ça peut être se former, hein, par exemple, de manière concrète à, je sais pas moi, créer un modèle d'entreprise plus responsable, comme on le dit, en apprenant à mieux intégrer ça de manière opérationnelle dans l'entreprise. On peut voilà, se former à tout un tas de sujets, mais on peut aussi assister à des conférences, regarder des films, s'inspirer en fait, parce que avec Cyril Dion notamment dernièrement, qui est voilà effectivement le parrain du lieu depuis récemment, qui est venu sur place, voilà, qui est un peu voilà un maître de l'inspiration. Et donc du coup, oui, s'inspirer, donc s'inspirer. Se former, apprendre. Et ce que je dis souvent, c'est aussi apprendre, ça passe pas que être assis dans une salle de cours ou faire une réunion sur quelque chose. C'est un peu mettre les mains dans la terre. Donc nous, on a la chance au Tiers Lab d'avoir de la terre. Hein, c'est quand même assez précieux en milieu urbain. Mais c'est faire des choses concrètes. Donc, par exemple, si on fait quelque chose sur la biodiversité au Tiers Lab, on va peut-être apprendre des choses théoriques dessus, parce qu'il y a quand même un certain nombre de notions à comprendre autour de la biodiversité. C'est un sujet qui est mal connu, compris. Donc, il y a des notions théoriques à voir, mais il faut aussi pratiquer des choses. Donc, sortir dans le jardin, lever la tête, prendre conscience des espèces qui peuvent nous entourer et qu'au premier regard, on ne voit pas forcément. Donc, c'est aussi un lieu où on prend le temps de vivre, ressentir des choses et expérimenter des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire en fait. Donc ça peut être des chantiers participatifs, ça peut prendre plein de formes en fait, mais on cultive l'imaginaire, l'apprentissage entre guillemets et la réalisation de choses aussi qui sont une des parties de l'apprentissage. Est-ce que les structures que vous hébergez, parce qu'au Tiers Lab c'est ça aussi, des entreprises peuvent louer des bureaux, j'ai en tête certaines, on va pas les citer ici, mais est-ce que ça permet aussi d'illustrer ce propos, le fait de se former, de s'inspirer, d'expérimenter réellement, d'échanger? Oui, en fait, c'est quelque chose dont j'ai pas trop parlé dans la question d'avant, mais c'est un lieu de collaboration aussi. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a une grosse partie de notre activité qui consiste, vu qu'on a un lieu, à héberger des entreprises. Donc, moi, par exemple, mon entreprise est installée au Tiers Lab. C'est un peu ça l'histoire de voilà comment je suis devenue présidente du Tiers Lab. Donc, on est plusieurs entreprises, toutes plus ou moins spécialisées sur ces sujets de la transition écologique et sociale, soit de manière très ciblée, par exemple des gens qui travaillent sur les matériaux de construction écologiques, des choses comme ça, soit de manière plus générale, comme mon cas, qui est d'accompagner à cette transformation-là. Mais c'est du coup le fait d'être tous au même endroit, c'est aussi ce qui va nous permettre de collaborer, par exemple de répondre à des projets un petit peu plus conséquents ensemble, choses qu'on n'aurait pas forcément identifiées ou pu faire si on était seuls chacun de notre côté. Vous pouvez répondre collectivement à des marchés. Ouais, ça peut arriver. Donc, je pense qu'on n'est pas les seuls acteurs à Marseille à avoir ce type d'approche. On peut citer la Cité des Transitions, par exemple, qui a un petit peu ce rôle-là. Donc, c'est nos amis, donc j'en profite pour les citer. Mais c'est un peu le but pour moi de tous ces lieux, mais le vôtre aussi, c'est de se rencontrer et de se dire ah, mais tiens, en fait, nous on pourrait faire ça ensemble. De collaborer. Oui, et je pense qu'il faut être conscient que adresser ces sujets qui sont très compliqués, enfin, j'ai envie de dire du coup complexes, je pense que ça relèvera forcément d'une collaboration beaucoup plus ouverte
que ce qu'on a l'habitude de faire. C'est-à-dire qu'on a besoin forcément d'autres compétences que les siennes. On a besoin forcément d'autres visions que la sienne. Et c'est aussi pour ça que sur ce lieu, on porte le message d'une intelligence collective. C'est que en réalité, ça sera très difficile d'adresser ces enjeux-là sans recourir à l'intelligence collective sous différents formats, mais cette collaboration. C'est qu'on parle beaucoup d'intelligence collective au sein d'une structure dans le management, mais l'intelligence collective, elle est aussi primordiale dans la manière de collaborer, de développer des partenariats entre institutions, entre entreprises, associations. Ça, c'est quelque chose dont je peux témoigner par rapport aux démarches de responsabilité sociétale dans les entreprises. Il y a effectivement la collaboration à l'intérieur des entreprises va être fondamentale pour pouvoir faire aboutir une démarche construite, acceptée, qui va fonctionner dans le temps. Ça, c'est indispensable. Oui, il faut l'incarner aussi. Exactement. Et ça peut pas reposer sur une personne. Moi, par exemple, je suis responsable RSE dans le groupe où je suis, à Alkios. Bien évidemment, même si je suis très convaincue et que je vais peut-être incarner ce message-là, ça ne suffira jamais à le rendre opérationnel dans la structure, dans les équipes. Moi, je milite pour que mon poste disparaisse. C'est-à-dire pour qu'il n'y ait plus de responsable RSE, que la RSE devienne le sujet de tout le monde, en fait. Que tout le monde s'en empare. Ouais, c'est ça l'aboutissement. Et pour les collaborations extérieures, en fait, ce qu'on voit dans les démarches RSE, c'est que très vite, on va identifier des enjeux, mais qui ne dépendent pas que de nous. Par exemple, si je suis une entreprise et que j'ai un problème avec l'eau, j'identifie que mon enjeu crucial, c'est de préserver la ressource en eau, parce que je suis très dépendant, en fait, en réalité de ça. Bien évidemment, même si je modifie mon appareil industriel pour qu'il soit performant, je vais quand même avoir besoin de parler à ceux qui traitent l'eau, à ceux qui approvisionnent en eau, à ceux qui proposent des solutions techniques. Et en fait, c'est par le biais de ces échanges que je vais trouver une solution aboutie. Jamais il va falloir franchir la porte de l'entreprise et parler de ces sujets avec ses partenaires. Et c'est très riche. C'est vraiment très riche. Et comment justement la localisation du Tier Lab au milieu d'un jardin urbain ou d'un parc aussi stimule-t-elle les usages, justement les collaborations et les bénéfices pour les entreprises et les citoyens? Alors j'aime bien cette question. Parce que c'est pas tous les tiers-lieux à Marseille qui ont cette... on est un peu privilégiés. Cet environnement quand même. On a un super jardin qui abrite des bois classés. Enfin, c'est quand même, c'est un très très beau lieu qui a été très bien préservé. Et donc c'est au cœur de notre projet de continuer à le préserver et à en favoriser l'accès. Donc c'est pour ça que même si c'est un lieu où on travaille, c'est un lieu qui est ouvert au public. Donc j'en profite pour le dire. Tout le monde peut venir au Tier Lab. Pour les curieux, les curieuses qui nous écoutent. De 9h à 18h du lundi au vendredi. On peut rentrer dans le jardin, le visiter, visiter le lieu. Et en fait, la vertu, surtout en milieu urbain, il y a quand même un accès aux espaces naturels qui est assez restreint. Encore qu'à Marseille, on est quand même un peu privilégié. Mais en milieu vraiment très urbain comme ça, c'est assez rare. Et la vertu de ça, c'est de toucher à autre chose qu'à la raison, en fait, qu'à l'aspect raisonné de ces questions. On a beaucoup parlé de formation, on a beaucoup parlé de raisonnement, quelque part, de choses théoriques qui sont très importantes, mais il y a le ressenti, en fait. Il y a surtout ressentir ce lien au vivant qui, pour moi, ne peut se faire que au contact du vivant, et donc que au contact, par exemple, de ce type d'espace naturel, où on va se reprendre conscience de quelque chose dont on est profondément coupé, en particulier en milieu urbain. Oui, parce que ça va au-delà du Tier Lab, des transitions finalement. Complètement. Que tout ça, ça stimule énormément, les citoyens, les entreprises, parce que ce qui est intéressant aussi dans votre tiers-lieu, mais pour d'autres tiers-lieux, ça doit être le cas aussi, c'est que tout le monde se rend compte, pas que les entreprises. Ah oui, bien sûr. L'intelligence collective se fait aussi avec les habitants du quartier, les citoyens, les curieux, les curieuses et bénévoles. Complètement. En fait, c'est vrai que il se passe un sujet, on traite un sujet au Tier Lab, en général, vu qu'on est une société coopérative d'intérêt collectif, intérêt collectif, pardon, c'est un peu notre obsession, l'intelligence collective. Donc, dès qu'on va avoir un sujet, on va l'ouvrir à nos usagers. Et nous, on a plusieurs types d'usagers qui peuvent être le voisin, le citoyen, l'association, les écoles, et bien sûr les entreprises qui viennent sur le lieu. Mais du coup, on a quand même des temps mixtes d'intelligence collective. Donc, et en tout cas, pour revenir sur la question du jardin, c'est assez essentiel dans notre projet et vraiment une vraie richesse d'avoir cet accès-là parce que ça va nous permettre d'éveiller d'autres choses. En fait, on ne peut pas travailler ces questions de la biodiversité, par exemple, sans reprendre contact avec cette biodiversité. C'est très difficile. Avec ce vivant. Oui, tout à fait.
Au-delà du Tier Lab, Oui. sur les sujets que vous portez, Oui. que tu portes notamment, de quelle manière peut-on aider justement les entreprises à faire évoluer leur mode de management vers des pratiques plus collaboratives, transparentes et durables? Alors sur le collaboratif, je pense que le meilleur moyen, c'est de tester. C'est-à-dire que alors il y a des entreprises où c'est plutôt habituel de faire un peu de participatif, ce qui n'est pas la même chose que le collaboratif. Donc du coup, voilà, on peut dans ces contextes-là aller un peu pousser un petit peu plus loin. Et dans la collaboration, il y a quand même une notion de quelque part de décision un peu partagée. Et donc c'est pas facile en entreprise parce qu'on a des modèles assez pyramidaux encore qui sont quand même assez présents. Et donc du coup, ça demande quand même il y a un petit, il faut passer un certain cap psychologique avant de se dire tiens, je vais aller faire du collaboratif dans mon entreprise. Quand même très compliqué de switcher de l'un à l'autre. Donc moi, je pense que d'ouvrir des petits espaces où on va pouvoir tester ça dans un cadre de confiance, un sujet où il y a peut-être un enjeu modéré au départ, et on va sur ce sujet-là, un petit projet de l'entreprise, essayer de voilà, on va se former, on va pratiquer, on va sur ce projet-là, on va gérer en intelligence collective. Donc ça s'accompagne, hein, il faut être formé, il faut être accompagné au début, mais c'est en faisant qu'on va apprendre à fonctionner comme ça. Et en réalité, ça, de le faire par petites touches au départ, avec des petits groupes, ça fonctionne très bien. Parce qu'en fait, ça contamine beaucoup les gens. C'est-à-dire que c'est quand même très voilà, vertueux dans le sens où ce qu'on vit dans ces expériences collaboratives, c'est quand même très positif globalement. Moi, j'ai jamais eu d'expérience en entreprise où c'était catastrophique et les gens voulaient plus jamais refaire ça. Je n'ai jamais vécu ça, au contraire. Et donc, du coup, en fait, après, ces personnes, dans leur service, dans leur propre réunion de travail, vont, par la force des choses, voilà, adopter des modes plus collaboratifs et par espèce de tache d'huile comme ça peut se répandre dans l'entreprise. Moi, j'aime bien cette approche progressive pour le collaboratif. Mais c'est ma vision par rapport à mon expérience. Et après, pour tout ce qui est transparence, c'est un autre sujet vraiment très important et qui comporte beaucoup de freins aussi psychologiques dans les entreprises. Parce qu'on parle beaucoup de sciences, mais il y a aussi les sciences voilà, plutôt psychologiques, cognitives, et on a beaucoup de biais, on a beaucoup de freins à communiquer certaines informations qui peuvent être un peu tabous, des choses comme ça. Et or, sur le sujet de la transition écologique et sociale, on doit toucher à des sujets de fond que sont, je sais pas, les questions sociales, les questions financières, et apprendre à parler un peu plus librement de ça en entreprise. C'est pas évident, et du coup ces espaces collaboratifs où on va replacer les gens non plus dans des pouvoirs mais dans des rôles et dans des contributions, ce qui est un petit peu différent. Du coup, la transparence, Ouais, elle elle est plus facile. elle est plus facile. Elle est plus facile dans un milieu collaboratif parce qu'on est plus dans une co-construction. Donc, de fait, on se considère plus d'égal à égal quelque part. Chacun a son rôle. Par exemple, le directeur, ça reste celui qui a le rôle de prendre des décisions. Néanmoins, voilà, il est à égal en termes homme-femme avec ses collègues, et ça va être plus facile de parler en transparence dans des cadres collaboratifs. Pour faire évoluer vos modes de management, donc valoriser la collaboration et la transparence, d'après Alban. Alban, pour conclure cet échange, comment t'imagines l'évolution justement des entreprises dans les 2 prochaines années? En préparant l'interview, on se disait de se projeter entre 2 et 5 ans. Oui. Alors par rapport au sujet de la transition écologique et sociale, hein, j'imagine. Bien sûr. Du coup, je l'imagine je la vois de deux manières. Premièrement, quand même, il faut être assez laborieuse. C'est-à-dire que je pense qu'il faut être conscient que ces transformations qu'on a à opérer, c'est quand même du travail. Et que ça nécessite une volonté importante, une conviction et un effort. Voilà, ça se fera pas en claquant des doigts de devenir voilà des entreprises compatibles avec les limites planétaires. Ça, on peut pas espérer ça. Donc je les vois laborieuses ces années qui arrivent, mais je dirais je les vois aussi joyeuses en fait. C'est-à-dire que ce qu'on voit dans les entreprises où on travaille ça, c'est que ça apporte quand même du sens, ça apporte comment dire, de la joie, parce que la collaboration, c'est joyeux en général, même s'il peut y avoir des tensions, bien évidemment, dans la collaboration, mais c'est quand même des sujets de travail et des transformations qui libèrent des choses dans les entreprises. C'est-à-dire qui libèrent de l'échange, qui libèrent et qui créent du lien, et qui
permettent aux gens de prendre part à quelque chose de plus grand que, par exemple, sa propre tâche ou son propre travail. Donc, ça crée quand même des ambiances très positives. Donc, ça va être laborieux et c'est du travail, mais je pense que ça apportera beaucoup de bonheur aux gens dans les entreprises. De la collaboration pour plus de joie dans vos équipes, dans vos organisations, c'est la promesse d'Alban. Merci à toi. Merci beaucoup pour ton expertise, ton regard Merci. sur ces thématiques essentielles aujourd'hui. À bientôt sur Déclic.